Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris, au Salon Zen de Paris, avec Michel Decoust. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de cette rencontre. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans cette interview et ça me plaît. On appelle ça l'infiniment bref ou l'instant éternité, ce qu'on veut. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que tu dégages, c'est ta présence. Et puis, j'ai compris que tu as voyagé à travers le monde. Donc, je suis très intéressée de partager tes ressentis sur ce qui se passe en ce moment, sur ce que tu as découvert à travers tes voyages, sur tout ça. Donc, en fait, j'ai envie de découvrir ton parcours en même temps on va tous le découvrir en même temps avec toi. C'est parfait parce que j'adore ce qui se passe dans la spontanéité et qui n'est pas mental, en fait. Vas-y, raconte-nous, parce que tu as fait Sciences Po à l'origine, mais après, il y a eu un gros changement, quand même, un gros bouleversement. Moi, je me disais toujours que la vie était ailleurs. Mais j'ai fait effectivement Sciences Po, j'ai été à la condition féminine chez Françoise Giroud, j'ai eu un parcours de journaliste qui me convenait mieux que les ministères, ça c'est vrai, et qui a fait que je suis devenue directrice de collection à la revue Autrement, et notamment la collection Monde, parce que j'avais déjà le goût du voyage. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que je vive avant de raconter dans des livres, avant de raconter dans des films, que l'important, c'était l'expérience. Parce que dans le journalisme, on passe très très peu de temps, même si les numéros d'Autrement, j'avais au moins 2 mois d'enquête à faire pour faire un numéro sur New York ou sur l'Australie, etc. Et je me suis dit, c'est un peu comme les plures de l'oignon. Si je reste une semaine, je vois ça. Si je reste 15 jours, j'en vois un peu plus. Si je reste un mois, déjà, ce que je vois me transforme. Et si je reste 2 mois, 3 mois, ce que je raconterai aux autres sera imbibé de mon expérience de vie et pas simplement d'un voyeurisme journalistique qui ne me transforme pas. Donc, quand je suis allée en Australie pour Autrement, pour faire le numéro de la revue Autrement pour la collection Monde, j'ai eu un coup de cœur pour l'Australie. Je suis revenue et là, je suis tombée malade. Ça faisait 7 ans que j'étais à Autrement. Et quand j'ai des bouleversements intérieurs ou que quelque part j'ai épuisé un certain cycle de ma vie, généralement le corps est beaucoup plus rapide que mon mental et je tombe malade. Et je suis tombée gravement malade et je me suis dit, il faut que je change de vie. Et j'ai pris un visa de 6 mois, je ne pouvais pas faire plus. Et je suis partie en Australie et je suis devenue cuisinière sur un ranch en Australie. Mais entre-temps, j'avais publié le numéro Australie de la revue et la une, qui ne s'appelait pas encore TF1 à l'époque, m'avait contactée en disant on veut que votre livre que vous avez fait pour Autrement devienne 3 heures de film. Donc je suis restée 3 mois cuisinière sur un ranch, à digérer ma vie hyper active, etc. Je faisais juste à manger pour des cow-boys au centre de l'Australie, puisque j'avais adoré le bush australien. La sauvagerie de l'Australie m'avait complètement parlé, et les aborigènes. Et puis pendant 3 mois, j'ai fait des enquêtes pour ce film, pour la TF1, ce qu'allait devenir TF1. Et puis en faisant des enquêtes à Broome, dans un petit port perlier, j'ai vu un homme extraordinaire que j'ai croisé comme ça. Je l'ai perdu de vue. Et comme je devais faire une interview en fin de journée, mon dernier jour, j'étais allée au cimetière des pêcheurs de Broome et j'ai raté le bus. Et j'ai fait du stop et cet homme m'a pris en stop. Et j'ai su tout de suite que j'allais vivre avec cet homme. Ça a été un coup de foudre retentissant. Quelle synchronicité, tu as dû en vivre. Mais si j'avais pas raté le bus, et en plus il y a un camionneur qui s'est arrêté, j'ai pas senti, il y a eu cette Holden rouge qui s'est arrêtée derrière, c'était l'homme qui m'avait frappé, il m'avait repéré, mais lui il achetait un bateau de pêche alors qu'il avait été ébéniste, et moi je terminais mon enquête de 6 mois, et j'allais repartir 8 jours après pour la France. Et il m'a demandé en mariage au bout de 10 jours et j'ai dit oui. Voilà. Et je suis rentrée en France et je leur ai dit il va falloir qu'on fasse le film avant le mois de mars parce que je vais partir pour la saison de pêche. Et la saison de pêche commence en mars en Australie. Tu es partie sur un bateau avec cet homme, avec ton mari ? Pendant 3 ans. Et j'ai été dans la pêche. Mais je pense qu'il y a des histoires karmiques. Je crois que ce n'est pas à toi que je vais le dire, parce que j'adorais les ports de pêche, pas du tout la voile.
Et j'ai des photos de moi. Quand j'ai fait le numéro Québec pour Autrement, j'ai été aux îles de la Madeleine et un ami m'a pris avec 2 maquereaux dans les mains. Donc j'adorais le monde de la pêche et les bateaux de pêche et les marins et toute l'histoire des marins et les pêcheurs de perles et voilà. Et tout. Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre? Qu'est-ce que tu as revécu ou qu'est-ce que tu as ressenti sur ces 3 mois en mer? Pendant ces 3 mois en mer? 3 ans en mer, pardon, oui, 3 ans. Je pense que j'étais totalement à ma place et j'ai revécu ce que j'avais vécu dans un kibbutz en Israël longtemps avant. C'est qu'on nous met dans une petite boîte, il y a les intellectuels, les manuels, les artistes, etc. Et en fait, on a plein de tiroirs en soi, plein de potentiel. Et une partie du temps, j'étais dans la pêche. Et puis au bout de 2 ans, j'ai commencé à écrire un roman. Et mon mari me disait, quand tu pêches pas des poissons, tu pêches des mots. Et en fait, j'ai écrit mon premier roman sur le bateau. Mais j'ai vécu complètement la pêche. Et j'adorais 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je lisais tous les Jules Verne. Et il y avait une part de moi qui était complètement là. Et je pense que s'il y a quelque chose à transmettre de ces vies-là, c'est qu'on est comme un millefeuille, mais la crème entre le millefeuille est toujours la même. Et moi, j'avais cette quête de vie, de ressentir le vivant des paysages magnifiques que je traversais. Alors après, au bout, la pêche a été dure. Parce que je ne pouvais plus voir les poissons mourir sur le bateau. Mais c'était il y a longtemps. L'écologie n'était pas du tout encore à la mode. Et puis, il y a eu des problèmes avec mon mari. En fait, on s'est séparés au bout de 3 ans. Mais j'ai adoré cette période de ma vie. Et c'était à la fois une aventure intérieure et extérieure, puisque j'ai rencontré les dauphins, les baleines. En même temps que je pêchais et que je mettais à mort les poissons, je découvrais les animaux marins qui, eux, étaient porteurs de conscience, porteurs de vie, etc. Donc c'était une bascule dans ma vie. Mais que s'est-il passé après, justement, cette période? Après, je suis retournée faire des films en Australie, puisque j'étais passée de l'écriture à l'image. J'ai toujours été écrivain et réalisatrice de films. Et dans l'avion, j'ai toujours des histoires incroyables. J'ai rencontré une femme, une Française, et parce que l'avion avait un problème technique et s'était arrêté à Copenhague. Bien sûr. Je lui ai donné mon roman qui venait de paraître, qui s'appelait L'inversion des saisons, une passion australienne. Et elle m'a dit, mais quand tu auras fini, je faisais des films pour Thalassa, quand tu auras fini tes films, viens nous voir, on est sur un ranch à côté de Broome, donc tu connais ce coin-là. Thalassa, c'était après les 3 ans de... Après. J'ai fait des films sur les surfeurs, j'ai fait des films sur une femme qui était patron de pêche, voilà, pour Thalassa. En commun, c'était l'eau, hein, quand même. Oui, j'adore la mer. Et j'adore les horizons immenses, j'adore ce qui ne se termine pas, ce qui est dans l'infini de la quête, en fait. Et l'océan manifeste ça. Et donc, cette femme, je l'ai retrouvée au bout de 6 mois quand j'ai eu fini mes films. Et elle m'a présenté à des gens extraordinaires qui venaient qu'en juillet-août. Là aussi, il y avait des synchronicités. Et qui, en fait, me parlaient d'une bulle qu'ils construisaient en Arizona, etc. Et c'était ce projet incroyable qui s'est fait il y a 20 ans, qui s'appelait Biosphère 2. Et je suis rentrée en France. Ils faisaient une grande conférence à Aix-en-Provence avec des grands chercheurs américains. Et je suis rentrée dans cette salle de conférence. Et il y a eu un coup de foudre avec un homme dont je ne savais pas qui il était, s'il était un expert. Et en fait, c'était l'architecte de la biosphère. Et en fait, les hommes sont souvent... il y a souvent des coups de foudre et des passions. Et en même temps, des aventures derrière que je ne connais pas. Je ne savais pas que j'allais être 3 ans en Australie occidentale à remonter toutes les côtes. Et là, pour rejoindre cet homme dont j'avais eu le coup de foudre, et je savais aussi qu'il était dans un groupe de gens exceptionnels. Et c'était un projet international. Et moi, le kibbutz dans lequel j'avais vécu à 18 ans m'avait donné le goût aussi des projets internationaux. Et donc, je suis venue rejoindre cet homme en Arizona. Et je suis restée 3 ans. L'intention de la biosphère 2? Alors, Biosphère 2, c'était de créer une bulle écologique. Pas l'équivalent de la Terre, mais à l'image de la Terre. Une espèce de métaphore de la Terre. Et d'y mettre 8 personnes. Donc, il y avait un océan, un mini-océan, une mini-savane, une mini-forêt tropicale, un habitat, et de mettre 8 personnes dedans, de toute nationalité, et qui prennent soin de leur environnement.
C'est une bulle totalement close et qui produisent toute leur nourriture, recyclent leur eau, leur air, etc. Et c'était un projet très pionnier. Ça avait 20 ans d'avance parce qu'on parlait très peu d'écologie globale, de biosphérique, d'approche holistique des choses. En quelle année? C'était quelle période? C'était entre 91 et 93. Et j'ai fait un film qui s'appelle Bouddha et la biosphère sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la bulle. Ça a été une expérience extraordinaire qui a montré que si on ne prend pas soin de son environnement immédiatement, on boit l'eau qu'on pollue le lendemain matin. Parce qu'on respire l'air vicié qu'on pollue le soir. Parce que comme c'était une bulle d'1,5 hectare, tous les cycles étaient très rapides. Mais aujourd'hui, on dit que si on pollue dans l'océan Atlantique, on a ça à Fukushima. Et si Fukushima pollue, on a ça dans l'océan Atlantique. Donc, eux l'ont prouvé. Et il fallait que l'homme qui soit à l'intérieur, soit agriculteur. Il produisait toute leur nourriture, soit scientifique. Il faisait du théâtre. En fait, le groupe de la biosphère était aussi une école de travail sur soi. Ça n'était pas juste faire une bulle, etc. Et c'est des gens qui avaient fait des projets écologiques dans le monde entier avant de revenir. Il y a quand même Bouddha dans le titre de ton film. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une série télévisée qui était extraordinaire qui s'appelait Vis-à-vis. Et on mettait des gens qui ne se rencontraient pas, et ils ne se rencontraient pas du tout pendant le film, mais ils se rencontraient par visiophonie. Ils s'envoyaient des films sur leur vie et ils se découvraient in vivo pendant les 3 jours où on faisait notre film de 52 minutes. C'était pour France 3, à 1 heure de grande écoute à l'époque. Et moi, j'avais trouvé une nonne bouddhiste tibétaine qui parlait parfaitement anglais, qui était en fait hollandaise, mais qui s'était convertie au bouddhisme tibétain. Et je les avais mis ensemble parce qu'il y avait Abigail, une femme à l'intérieur qui est devenue ma grande amie, une scientifique qui vivait donc dans la bulle depuis 2 ans et que c'était une scientifique de la matière. En fait, c'était aussi une mystique. Et cette nonne bouddhiste tibétaine qui était une scientifique de l'esprit et qui vivait dans un monastère, dans un lieu clos. Donc il y en avait une qui était dans un lieu clos scientifique et l'autre qui était dans un lieu clos spirituel. Et c'était la grande télé à l'époque. Heureusement qu'il y a des télévisions comme vous qui reprennent la science et la spiritualité, l'écologie et les peuples premiers, etc. Parce que aussi les peuples premiers ont été complètement au cœur de ma vie. Parce que rencontrer les aborigènes, c'est extraordinaire. J'en rêve. Mais je vous y emmène. Avec grand plaisir. Parce que ce que j'ai découvert au fur et à mesure, et c'est pour ça que j'essaye de plus en plus de faire des livres, puisque j'ai gardé les livres et les films dans ma vie, de transmettre des choses que j'ai vécues par expérience et que je ressens dans mon corps. Or, il se trouve, quand j'ai rencontré les aborigènes en 84, et j'ai été très privilégiée parce que Barbara Glozewski, qui est une des très grandes, qui a entretenu la mémoire des aborigènes, l'a fait venir en France, était là au moment où j'étais là, on se connaissait très bien. Et donc, j'ai eu des portes d'entrée dans le monde aborigène qui étaient exceptionnelles à travers cet anthropologue. Et puis ensuite, tout le long de la côte, quand on s'arrêtait dans des ports, quand on a été dans des coins avec notre bateau de pêche où il n'y avait que des aborigènes. Et ce que j'ai appris d'eux, c'est des choses universelles. Ce n'est pas des choses anthropologiques ou ethnologiques. J'ai horreur de l'ethnologie parce qu'ils sont comme nous, c'est des êtres humains. Et ils font partie de notre grande humanité et de notre mémoire. Quelle a été la grande leçon pour toi de les rencontrer et de ce qu'ils t'ont transmis finalement? De lâcher complètement le mental et de ressentir les choses avec mon corps. Et j'ai senti que tout ce qui n'était pas vécu dans le corps et intégré dans le corps, comme expérience, toutes expériences, qu'elles soient spirituelles, physiques, etc., n'existaient pas. Quand on parle de métamorphose et de transformation, il faut que les cellules du corps reçoivent cette mémoire-là. Et moi, avec eux, en plus, c'était un peuple où ils ressentaient chaque portion du corps correspondait à un lien de parenté. Donc, dès le moment où j'ai été, par exemple, cuisinière sur un ranch, il y avait des aborigènes sur le ranch où j'étais. Et un jour, j'en vois un qui se lève et qui dit « J'ai mal là, c'est mon cousin qui est malade, j'ai mal là, il a très mal à la tête. » Et puis je l'ai vu réfléchir. Et puis il a dit, il va partir, il va rejoindre le monde du Dreamtime dans 1 semaine. Je pars d'1 semaine. Et en fait, dans son corps, il y avait à la fois la télépathie et en même temps
la part du corps qui était reliée à son cousin, et son cousin avait une tumeur au cerveau, il est arrivé à temps, il l'a pris dans les bras, il l'a accompagné dans son départ, il est revenu une semaine. Besoin d'Internet, hein. Pour l'instant, on a besoin d'Internet tant qu'on n'est pas comme ça. Et plus je vais, et plus je sais que c'est aussi par la vibration du corps, pas du tout par le mental. Un petit peu comme on essaye de se connecter toutes les deux maintenant, qu'on peut transmettre aux autres, parce que ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de ressenti profond, de vécu. Et quand je fais des conférences, quand je fais des films maintenant, surtout depuis 3-4 ans, parce que j'ai beaucoup fait des films sur des communautés pionnières comme Auroville dans le sud de l'Inde et des communautés internationales qui font à la fois un travail sur eux, un travail spirituel et qui essayent de faire aussi un travail écologique. Quand je fais des films sur eux, je vais vivre d'abord, avant. Et j'essaye de ressentir, de faire des choses avec eux, et ensuite, dans ce que je retransmets par l'image, et notamment par le montage, parce qu'un montage c'est musical, de retransmettre la vibration que j'ai reçue d'eux. Est-ce que ça vous arrive des fois de vivre ces instants, enfin d'aller sur des lieux et puis de vous dire ben non, en fait c'est pas ce à quoi je pensais, et en fait je vais arrêter ce reportage pour vraiment aller ailleurs, et parce que ça c'est pas ce que je souhaite transmettre, parce que finalement on a des choix à faire, hein, tous, chacun dans notre vie au quotidien. Alors, je pense que j'ai été sur des projets suffisamment riches, universels et pionniers pour toujours trouver, pour moi, et dans mes films, et dans mes livres, et dans mes interviews, et dans tout, et dans les conférences, je veux transmettre l'espoir, la part de lumière. Parce que c'est trop dur de faire des films, des livres, etc. Surtout aujourd'hui où il y a pléthore de tout. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement, c'est quelquefois très peu d'argent. Donc, si je ne transmets pas l'espoir, c'est raté. Et je pense que dans tous ces projets où je suis allée, l'espoir ne m'a pas déçue. Quelquefois, j'ai idéalisé les gens, mais je pense que la caméra ne ment pas. Une caméra, c'est le révélateur de la part de lumière de l'autre. Alors après, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Auroville, le lien d'or. J'ai vu montrer comment dans cette communauté de 2200 personnes et de 45 nationalités qui vivent ensemble depuis 40 ans, au-delà des conflits, de la haine, au-delà des bisbilles de village, au-delà, il y avait quelque chose de beaucoup plus élevé qui les maintenait ensemble. Et j'ai appelé ça Auroville, le lien d'or. Et quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, mais autre chose, une solidarité. Donc, c'est la part de lumière qui m'intéresse. Après, quelqu'un d'autre peut montrer tout ce qui ne va pas. Mais après, pour répondre à votre question, il y a des énergies, par exemple dans le chamanisme, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui manipulent des énergies magiques et des énergies noires. Et j'ai appris à faire filtre. Mais il n'y a que le corps qui dit. Si le mental se mélange, le mental veut quelque chose, mais le corps, il veut rien. Il vit, il est là. Et j'apprends de plus en plus, parce que j'ai aussi été très mentale, je suis une intellectuelle au départ. J'écris des livres, je fais des films, il faut être structuré et construire les choses. Mais j'apprends de plus en plus à écouter ce que mes cellules me racontent. Et comment elles vous parlent ? Ça ressemble à quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on sent dans son corps ? Je pense que ça passe par la respiration. Et je pense que j'étais comme ça depuis toute petite parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes oreilles. J'étais en fait très vite avec un problème de surdité, pas très fort, mais... Et du coup, ce que je n'entendais pas, je le lisais dans le corps des autres. C'est-à-dire, je décryptais le langage du corps. Et je pense que ça m'a entraînée. Je pense que les rencontres avec les peuples premiers, tout ce travail sur la spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité n'a rien de mental. Donc c'est un état de lâcher prise et de recevoir des énergies subtiles à développer ce corps-là. Mais je peux aller beaucoup plus loin, parce que je suis aussi très mentale, parce que je suis volontaire, parce que je veux faire les choses à tout prix, parce que je suis une guerrière quelque part. Mais j'apprends à lâcher prise, et si j'arrive pas à lâcher prise, mon corps... J'ai eu une double hernie discale parce que j'ai voulu trop forcer. J'ai un corps qui très vite me dit non. Donc quand ma tête commence à dérailler, à ne pas voir, mon corps me dit non. Mais je pense que c'est
Il y a des indicateurs avant l'hernie, il y a des indicateurs qu'on devrait commencer à maintenant, de nos jours, à commencer à ressentir et à se dire, ah tiens, là, je dois être dans la mauvaise direction quand même, parce que si j'ai mal à l'épaule ou au bras droit ou à la main, ou si je me suis tordu la cheville, il y a un truc. J'ai eu plein d'indicateurs que j'ai enregistrés, mais il y a des moments de la vie où je voulais faire mes films à tout prix et je ne les ai pas écoutés. Et c'est allé jusqu'à la hernie discale. Et là, depuis 3 ans, j'écoute beaucoup, beaucoup mieux, parce que je suis une passionnée. Donc, quand on est passionné, on veut faire les choses à tout prix. Et quelquefois, on s'oublie soi, on se zappe. Donc, mais c'est sur ce chemin-là que j'ai envie d'aller, et surtout, puisque je suis quelqu'un de communication, dans la transmission et même dans l'écriture. Mais l'écriture, depuis toujours, j'essaie d'avoir une écriture sensorielle. Le goût, l'odorat, la vue, le toucher. Et les peuples premiers, c'est ça. Dans leur chant, dans leur danse. Est-ce qu'on peut ajouter l'intuition à ce sens? Sixième sens? Oui, elle est au cœur de tout. On fait cette interview avec l'intuition puisqu'on ne l'a pas structurée avant. Donc c'est le sixième sens, c'est même presque plus subtil que ça. Mais en fait, ça se fait et aussi la respiration a beaucoup d'importance. J'apprends mieux à respirer. Je commence à travailler la respiration. Parce que j'étais quelqu'un qui était dans l'hyperactivité. Un petit mot de la fin, Michel, parce qu'on pourrait parler des heures et je suis sûre qu'on se retrouvera et peut-être nous irons en Australie ensemble, ça me ferait très plaisir. C'est pas une parole en l'air. Moi, je crois qu'il faut célébrer le vivant, le sacré du vivant, et le faire de tout son corps, de toute son âme, de tout son cœur. Voilà. Merci pour cette délicieuse interview, rencontre. Merci Michel. Merci à vous, mes délicieux co-créateurs, d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. On vous embrasse très très fort de Paris. À bientôt. Belle journée à vous. Au revoir. Merci.